Bonjour et bienvenue à cette nouvelle séance de cours d'algèbre bilinéaire dédiée aux propriétés des matrices symétriques positives, propriétés qui nous seront particulièrement utiles dans l'étude des fonctions de plusieurs variables et plus précisément dans la recherche d'extrémum. Je vous souhaite une bonne séance de cours. Dans cette séance, un seul théorème que nous démontrerons et dont nous verrons ensuite une application fondamentale pour démontrer la condition suffisante d'extrémum pour une fonction de plusieurs variables sur un ouvert. On considère donc une matrice A symétrique appartenant à Mn de R, et on note QA, la forme quadratique associée à A, c'est-à-dire l'application définie sur Mn1 de R par QA de x égale produit scalaire de AX avec x, c'est-à-dire QA de x égale transposé de x à x. On retiendra que QA est une application positive si et seulement si le spectre de A est inclus dans R+, qu'elle est définie positive si et seulement si le spectre de A est inclus dans R+ étoile, qu'elle est négative si et seulement si le spectre de A est inclus dans R-, et enfin qu'elle est définie négative si et seulement si le spectre de A est inclus dans R- étoile. Concrètement, on pourra donc se souvenir qu'étudier le signe de la forme quadratique qui a x associe transposé de x à x équivaut à étudier le signe des valeurs propres de la matrice A. Nous allons donc démontrer ce théorème et je vous invite à particulièrement bien travailler cette preuve qui utilise un grand nombre des outils du cours d'algèbre bilinéaire. Alors plus précisément, les démonstrations des 4 points étant relativement semblables, nous allons démontrer uniquement le deuxième et je vous laisserai libre d'adapter la démonstration pour les 3 autres points. On suppose donc tout d'abord que QA est une forme définie positive et nous allons démontrer que les valeurs propres de la matrice A sont toutes strictement positives. Puisqu'on s'intéresse au signe des valeurs propres de A, considérons donc une valeur propre lambda de A et x un vecteur propre associé. Puisque QA est une forme définie positive et comme x n'est pas nul, puisque c'est un vecteur propre, on sait donc que transposé de x à x est strictement positif, c'est-à-dire puisque ax est égal à lambda x, lambda transposé de xx strictement positif. Or, transposé de xx est égal à norme de x au carré, et x n'est pas le vecteur nul, donc transposé de xx est strictement positif, et nécessairement lambda est strictement positif. On a donc démontré que si QA est une forme définie positive, alors les valeurs propres de A sont toutes strictement positives, c'est-à-dire que le spectre de A est inclus dans R+ étoile. Réciproquement, supposons que le spectre de A soit inclus dans R+ étoile et démontrons que QA est une forme définie positive. Puisqu'on a une information sur les valeurs propres de A, on va chercher à exprimer QA de x à l'aide des valeurs propres de A. Et pour cela, on va commencer par remarquer que puisque A est une matrice symétrique réelle, elle est diagonalisable et on peut choisir une base orthonormale formée de vecteurs propres, x1, x2, xn, respectivement associés aux valeurs propres lambda 1, lambda 2, lambda n. Puisque B est une base orthonormale, on sait alors que si x est un vecteur de Mn1 de R, x peut s'écrire comme la somme pour k allant de 1 à n du produit scalaire de x avec xk multiplié par xk. Et donc, en multipliant par transposé de x fois a, on en déduit que QA de x est égal à la somme des x scalaire xk fois transposé de x fois axk. Or, xk est un vecteur propre de A associé à la valeur propre lambda k, donc axk est égal à lambda k fois xk, et donc QA de x est égal à la somme des x scalaire xk fois lambda k transposé de x fois xk, et puisque transposé de x fois xk est aussi le produit scalaire canonique de x avec xk, QA de x est donc égal à la somme des x scalaire xk au carré fois lambda k. Rappelons que l'on cherche à démontrer maintenant que QA de x est positif ou nul, et nul uniquement si x est égal à 0. Or, lambda 1, lambda 2, lambda n par hypothèse sont toutes strictement positives. Donc si on multiplie par x scalaire xk au carré qui est positif ou nul, et si on somme, on en déduit que QA de x est toujours positif ou nul, c'est-à-dire que QA est une forme positive. Et par ailleurs, puisque tous les termes de la somme précédente sont positifs ou nuls, la somme sera nulle si et seulement si tous les termes sont eux-mêmes nuls, c'est-à-dire QA de x est nul si et seulement si, quel que soit k appartenant à un n, x scalaire xk au carré fois lambda k est égal à 0. Or, par hypothèse, lambda 1, lambda 2, lambda n sont tous non nuls, puisque strictement positifs. Donc on en déduit que QA de x est égal à 0 si et seulement si, quel que soit k appartenant à un n, x scalaire xk est égal à 0. Enfin, on se souvient que B est une base orthonormale de Mn1 de R, donc les coefficients x scalaire xk sont exactement les coefficients de x dans la base B,
Et dire qu'ils sont tous nuls équivaut donc à dire que x est le vecteur nul. Donc finalement, QA de x est égal à 0 si et seulement si x égale 0, et QA est une forme définie. On a ainsi démontré que si les valeurs propres de A sont toutes strictement positives, alors QA est une forme définie positive, et donc l'équivalence. Nous allons maintenant utiliser ce théorème pour démontrer un résultat du cours sur les fonctions de plusieurs variables. Plus précisément, on se propose de démontrer la condition suffisante d'extrémum pour une fonction de classe C2 sur Rn, et donc on considère une fonction f de classe C2 sur Rn à valeur dans R, admettant un point critique x0. Je rappelle que nous avons vu dans le cours sur les fonctions de plusieurs variables que si on note A, la matrice hessienne de f en x0, et si toutes les valeurs propres de A sont strictement positives, alors f admet en x0 un minimum local, et que de même, si toutes les valeurs propres de A sont strictement négatives, alors f admet en x0 un maximum local. Je rappelle enfin que si A admet une valeur propre strictement négative et une valeur propre strictement positive au moins, alors dans ce cas, f n'admet pas d'extrémum en x0. Nous n'allons démontrer que le premier point de ce théorème, le deuxième et le troisième se démontrant de manière analogue. Pour démontrer ce théorème, nous allons dans un premier temps écrire le développement limité de f à l'ordre 2 en x0, puis ensuite écrire la matrice hessienne de f en x0 à l'aide d'une base orthonormale formée de vecteurs propres de A, et enfin, grâce à cela, minorer la forme quadratique qui intervient dans le développement limité à l'ordre 2. Je rappelle tout d'abord que puisque f est de classe C2 sur Rn, elle admet un développement limité à l'ordre 2 en x0. Plus précisément, il existe une fonction epsilon continue et nulle en 0, telle que f de x0 plus h soit égal à f de x0 plus le produit scalaire du gradient de f en x0 avec h, plus 1 demi de qx0 de h, plus norme de h au carré epsilon de h. Je rappelle que le produit scalaire du gradient de f de x0 avec h qui intervient dans le développement limité correspond à la dérivée directionnelle de f en x0 dans la direction h, et que qx0 de h correspond à la forme quadratique associée à la matrice hessienne en x0. De plus, on sait que x0 est un point critique de f sur l'ouvert R puissance n, donc le gradient de f en x0 est nul, et par conséquent, le produit scalaire du gradient de f en x0 avec h est aussi nul, et le développement limité devient donc f de x0 plus h égale f de x0 plus 1 demi qx0 de h plus norme de h au carré fois epsilon h. On constate maintenant que pour savoir s'il y a un extrémum en x0, c'est-à-dire pour comparer f de x0 plus h et f de x0, il s'agit désormais d'étudier le signe de 1 demi qx0 de h plus norme de h au carré epsilon de h, et on va voir que le signe de cette expression au voisinage de 0, c'est-à-dire quand h est au voisinage de 0, est le même que le signe de la forme quadratique. Donc dans la question 2, on note maintenant A, la matrice hessienne de f en x0. On cherche à justifier l'existence d'une base orthonormale x1, x2, xn de Mn1 de R et de réels lambda 1, lambda n tel que A soit égal à la somme pour k allant de 1 à n des lambda k xk transposé de xk. Pour cela, on se souvient que f étant de classe C2, la matrice A, matrice hessienne de f en x0, est une matrice symétrique réelle, donc elle est diagonalisable et il existe une base x1, x2, xn formée de vecteurs propres de A, respectivement associés à des valeurs propres lambda 1, lambda 2, lambda n. Si on note maintenant P, la matrice de passage de la base canonique à la base B, et D, la matrice diagonale dont les coefficients diagonaux sont lambda 1, lambda 2, lambda n, on sait maintenant que A est égal à P D transposé de P, puisque la matrice P est une matrice orthogonale. Nous allons maintenant nous assurer que cette égalité correspond exactement à l'égalité qui était attendue. Pour cela, on note pour tout j dans 1n xij les coefficients de xj, ce qui nous permet de dire que P est la matrice dont le coefficient générique est x indice ij. Et par définition du produit matriciel, puisque D est une matrice diagonale, P fois D est donc la matrice dont le coefficient générique est égal à lambda j fois x indice ij. Et donc maintenant, si on note transposé de P égale xij', c'est-à-dire la matrice dont le coefficient générique est égal à xij' qui vaut xji, alors par définition du produit matriciel, PD transposé de P est donc égal à la somme pour k allant de 1 à n de lambda k xik xkj', c'est-à-dire la somme pour k allant de 1 à n de lambda k xik xjk.
Soit encore, la somme pour k allant de 1 à n des lambda k fois la matrice dont le coefficient générique est xik, xjk, c'est-à-dire par définition du produit matriciel, la matrice xk transposée de xk, ce qui prouve le résultat attendu. Terminons maintenant avec la question 3 où on suppose que les valeurs propres de A sont toutes strictement positives et notons alpha, sa plus petite valeur propre. Nous allons tout d'abord démontrer que transposé de x à x est supérieur ou égal à alpha fois norme de x au carré, pour enfin en déduire que f de x0 est un minimum local de f. Donc d'après le résultat précédent, si on multiplie à gauche par transposé de x et à droite par x, on déduit que transposé de x à x est égal à la somme des lambda k transposé de xk fois transposé de xkx. Mais on sait que transposé de xxk est égal au produit scalaire canonique de x avec xk, tandis que transposé de xkx est égal au produit scalaire canonique de xk avec x. Donc, par symétrie du produit scalaire, transposé de x à x est égal à la somme des lambda k x scalaire xk au carré. Je rappelle que nous cherchions à démontrer que transposé de x à x est supérieur ou égal à alpha fois norme de x au carré. Or, on sait par hypothèse que toutes les valeurs propres sont supérieures ou égales à alpha, puisqu'on avait choisi pour alpha la plus petite des valeurs propres. Donc si on multiplie par x scalaire xk au carré qui est positif, et si on somme, on en déduit que transposé de x à x est supérieur ou égal à alpha fois la somme des x scalaire xk au carré. C'est-à-dire, puisque la base x1, x2, xn est une base orthonormale de E, supérieure ou égale à alpha norme de x au carré. Nous pouvons maintenant en déduire que f de x0 est un minimum local de f en reprenant le développement limité. En effet, d'après ce résultat, nous pouvons affirmer que qx0 de h est toujours supérieur ou égal à alpha norme de h au carré. Et donc, avec le développement limité qui avait été écrit dans la question 1, f de x0 plus h est supérieur ou égal à f de x0 plus norme de h au carré facteur de alpha sur 2 plus epsilon de h. Je rappelle que nous cherchons à montrer que f de x0 est un minimum local pour f, c'est-à-dire que quand h est au voisinage de 0, f de x0 plus h est supérieur ou égal à f de x0. Pour cela, il s'agit donc de démontrer que le reste, norme de h au carré facteur de alpha sur 2 plus epsilon de h, est toujours positif ou nul au voisinage de 0. Or, on sait que epsilon est une fonction continue et nulle en 0, ce qui nous permet d'affirmer que par définition de la continuité, puisque alpha sur 2 est strictement positif, il existe un réel strictement positif état, tel que quand norme de h est strictement inférieure à état, epsilon de h est strictement supérieur à moins alpha sur 2. Et par conséquent, quand norme de h est strictement inférieure à état, f de x0 plus h sera toujours supérieur ou égal à f de x0, ce qui garantit que quand h est au voisinage de 0, f de x0 plus h est supérieur ou égal à f de x0, autrement dit que f de x0 est un minimum local de f. Nous en avons terminé avec cette séance qui, je le souhaite, vous aura été utile. Je vous dis donc au revoir et j'espère à très bientôt.